Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à midi, nous sommes le mercredi 11 décembre, de la joie, de la bonne humeur ce matin dans le studio avec Jean-Philippe Janssen. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On va parler avec vous de votre spectacle, de votre vie, de votre DVD, de plein de choses. Jean-Philippe d'école, c'est le DVD qui sort pour la première fois, donc ce DVD, vous êtes en tournée dans toute la France et à l'Olympia les 8 et 9 janvier. Oui. Et j'ai entendu hier, par hasard, quand on zappe sur une radio, que vous alliez poser une des lettres à l'Olympia. Oui, il y a la cérémonie de pose des lettres le matin de la représentation. Ouais. Ils posent les lettres, les fameuses lettres, et on a le droit d'assister à la pose des lettres, ce qu'on appelle la cérémonie de pose des lettres, et on a même le droit d'en poser une. Moi, j'ai demandé à ce que ce soit ma mère qui pose une de mes lettres sur un échafaudage renforcé, mais quand même. Et elle est contente, elle est fière de vous? Ah bah oui, ils sont fiers. Et puis l'Olympia, ça parle à tout le monde, à moi en premier. Mais si on m'avait dit il y a 5 ans, quand j'écrivais mes conneries dans mes chambres d'hôtel à l'autre bout du monde, que ça finirait en spectacle à l'Olympia, je l'aurais pas cru. On va y revenir sur votre carrière, sur cette ascension fulgurante, on peut le dire, parce qu'effectivement, il y a 5 ans, vous étiez dans un avion steward, ouais. Et vous allez nous raconter comment tout ça s'est passé. Vous la regardez la télé un petit peu? Oui, je la regarde un petit peu. Vous avez regardé hier soir? Non, parce que j'ai enregistré l'émission, bon. Mais alors, hier qu'est-ce soir, gros gadin pour TF1 avec la série américaine Los Angeles Bad Girl. Je sais pas si vous voyez, c'est parce que j'étais pas devant la télé. Voilà. 2 871 000 téléspectateurs, 12% de part de marché. Ça fait longtemps que TF1 n'était pas arrivé en 3e position des audiences. Première position, c'est France 3 avec une série française Crime Parfait avec Isabelle Gélinas. 2 400 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. 4 millions en tout, c'est un vrai carton. Bien la fiction. Ouais. J'aime bien, oui. On vous a jamais bien proposé des fictions françaises, de tourner dans une fiction ou une série? Vous pourriez Si, on m'a proposé, il y a des projets de télévisuels qui se présentent. Oui, ça ne devrait pas tarder, mais je suis jeune dans la carrière, j'arrive. Voilà, il faut laisser les proposer. Vous aimez bien ce type de série? Vous l'avez déjà regardé, Crime Parfait? Oui, déjà cette série, je la trouve très bien. J'adore Isabelle Gélinas. Et puis, j'adore les séries françaises. J'aime bien les séries françaises. Capitaine Marlowe. Oui, on imagine. Ça rassure les gens, puis ça me parle. Et Capitaine Marlowe, ça vous parle? Ah bah, forcément. Elle vous a pas proposé? Elle aurait pu vous proposer, José Dayan, de tourner. Ah, c'est vrai, je pourrais être son assistante. Capitaine Marlowe, ça pourrait faire un truc assez drôle. On va lui proposer la prochaine fois qu'elle viendra. Deuxième position, c'est M6 avec La France a un incroyable talent. 3 464 000 téléspectateurs. Ça a plutôt cartonné. Absolument. C'était la finale. C'est le Capucine qui a gagné. C'est pour la première fois, c'est une femme ventriloque avec une marionnette qui s'appelle Capucine et qui a gagné et qui réussit à chanter avec sa marionnette. Donc voilà. Non. C'est ça qui a gagné. C'est incroyable. C'est original, n'est-ce pas? C'est très original. En étant ventriloque, vous valez mieux qu'elle ait une marionnette quand même. Sinon, c'est bizarre. Il faut mieux. Et puis l'Égypte vue du ciel sur France 2 qui a rassemblé 2 millions de téléspectateurs. On a nos auditeurs qui regardent également la télévision. On a Sonia en ligne avec nous qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Sonia. Bonjour Valérie. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vous. Vous comprenez l'accent de Jean-Philippe Janssen ou pas? Pas trop. Je n'ai pas vu que je vois sur la 8 avec Cyril Hanouna. C'est lui que je vois? Non. Non, je confonds. Oui, vous devez confondre, mais non, il n'est pas trop chez Cyril Hanouna. On le voit chez Arthur de temps en temps. On vous voit évidemment avec Laurent Ruquier. Vous avez regardé quoi, vous, hier? La France a un incroyable talent. D'accord. C'est super. Ouais. Et alors, c'est votre candidat qui a gagné? Oui, j'aime bien la petite, la ventriloque. J'ai vu la semaine dernière. Elle est super. Elle pleurait d'émotion la semaine dernière. Mais l'équipe aussi est bien. J'aime bien l'équipe. La semaine dernière, j'ai rigolé avec Marion James, Marc-Antoine, enfin toute l'équipe, quoi. Le Canadien, Hélène Ségara aussi, Jennifer, enfin toute l'équipe. Bon, donc vous avez regardé toute la saison? J'ai regardé toute la saison, oui. Oui, j'aime bien. Oui, c'est une bonne émission. On découvre justement ces talents qui sont inconnus, on les découvre. Ils méritent de passer à la télé. Ils méritent. La plupart.
Merci beaucoup. Merci Sonia de nous avoir appelé. Vous avez imaginé, vous, de passer dans des émissions comme celle-là ou pas, quand vous cherchiez au début on me l'avait proposé, figurez-vous, au début, Incroyable Talent, quand je commençais sur les petites scènes parisiennes. Hein, et bizarrement, ça m'avait fait peur parce que j'avais considéré que c'était pas la place d'un humoriste. Parce que c'est un talent, certes, mais c'est pas un incroyable talent. Je m'attendais, on s'attend, c'est vrai, à des cracheurs de feu. Mais il y a eu Laura Lone, par exemple, qui a... Exactement, qui a ouvert la voie. Mais sur le fond, vous dites que c'était pas... Il y avait Yvette Leclerc aussi. Mais du coup, ça m'a fait reculer parce que je me suis dit, les gens n'attendent peut-être pas forcément de l'humour comme Incroyable Talent. Et bon, je l'ai pas fait, c'est fait comme ça, hein, mais là, c'est vrai que sur cette saison, j'avais mon petit préféré. Moi, hier, c'était celui que... Québec, c'est ça? Non, c'est pas un humour, c'est celui qui faisait les acrobaties. Ah bah, ça m'étonne pas. Ah oui, il était à moitié à poil. Ah bah oui, c'est pour ça. Il était beau. Et qu'est-ce qui était beau? Mais il faisait bien ses acrobaties quand même. Et il avait beaucoup de talent. On a également Béatrice qui nous appelle d'Avignon. Bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Moi, je suis ravie parce que j'ai regardé l'Égypte, le documentaire sur l'Égypte, parce que c'était fabuleux. Alors, c'est vrai qu'à la base, j'ai fait la descente du Nil, donc je connais bien tous ces descentes, et c'était plus performant parce qu'en fait, ils ont parlé de tout, ils sont partis, c'était super. On a pu comprendre comment fonctionnait l'Égypte, on a vu le démarrage du pharaon, etc. Puis ça s'est terminé correctement parce qu'il a dit que le Nil, en fin de compte, restait toujours l'élément essentiel pour qu'actuellement les Égyptiens continuent de vivre avec le Nil. Et c'est vrai qu'on a vu Nasser, on a tout compris, on a vu cette population qui est quand même un petit peu exceptionnelle, qui se défend, qui est beaucoup moins, comment dirais-je, ils sont beaucoup plus ouverts à la civilisation que les autres. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé jusqu'au bout et ça m'a impressionné. Oui, c'était des très belles images de drones filmées. C'était Yann Arthus Bertrand qui a réalisé. Alors, il n'était pas dans un hélicoptère. Il a dit qu'il ne veut plus monter en avion à cause de l'écologie. Mais c'était un beau doc. Vous avez déjà survolé l'Égypte? Oui, plein de fois, j'y suis même allé plein de fois. Mais c'est vrai que le drone, ça a tout changé pour les images, c'est magnifique. Hein, mais oui, moi j'ai survolé tous les pays du monde, monsieur. Oui. Bah oui. Alors racontez-nous un petit peu la première fois qu'on vous a vu à la télé. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir appelé. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? Oh, c'était il y a longtemps. C'était pour un jeu télévisé. C'était appelé Apprendre à laisser. C'était un jeu télévisé avec Arthur. Et avec les boîtes, vous avez joué dans les boîtes. J'ai fait les boîtes, oui. Mais j'étais steward, j'étais pas humoriste. Mais je regardais ce jeu à la télé, je dis c'est quand même con ce jeu. Parce que je dis, t'as qu'à choisir des boîtes, t'ouvres des boîtes, il y a de l'argent dedans, la dernière boîte qui reste, c'est l'argent que tu as. Parce que les autres jeux, question pour un champion, tu perds calé, tu repars avec un dictionnaire. Hein, oui, c'est vrai. Et là, il y avait beaucoup d'argent en faisant pas grand chose. Donc j'avais passé le casting et on m'avait savoir pourquoi on m'avait gardé au casting. Et j'avais fait l'émission et j'avais gagné 75 000 € à l'époque. Pas mal. Pas mal. C'était quand ça? Oh, c'était il y a bien 15 ans, hein, ça me rajeunit pour... 75 000 €? Oui. C'est pas mal. Et après après c'est... chaque fois, j'ai eu besoin de la télé dans ma vie. Pyramide, après... après, j'ai fait appel à Stéphane Plaza parce que je cherchais vraiment un appartement. À Paris, j'ai habité Montpellier, donc je quittais Montpellier pour habiter à Paris. Il me fallait un appartement. Je regardais cette émission, je disais, c'est quand même con. Il faut toi à ta place, dis donc. Il cherche l'appartement et te le trouve. Donc, vous avez appelé Stéphane Plaza. Enfin, vous avez demandé une demande à M6. Et j'ai fait son émission en tant que candidat. Et c'est là que j'ai connu Stéphane, d'ailleurs. Ouais. Et puis, il a trouvé l'appartement de mes rêves. Sauf que j'ai pas eu le financement. Et donc, la France entière a su que j'étais surendetté à ce moment-là. Vous avez toujours eu ça quand même en vous, non, d'être passionné par la télé, par le spectacle. Ouais, j'aime ça. D'ailleurs, la première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est allumer la télé. Et c'est une présence. Je suis habitué à la télé. Ouais. Je tiens ça de mes parents qui allumaient toujours la télé. Il y a toujours de l'agitation autour de moi. Donc, je sais pas, j'aime ça. Est-ce qu'il y a une émission que vous ne ratez jamais ou que vous aimez vraiment particulièrement? Karine Le Marchand, c'est votre copine. Évidemment, L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, je regarde tout le temps. Après, j'ai mes petites séries comme une petite vieille à la maison. J'aime bien Demain nous appartient. Oui. J'aime bien regarder, parce qu'en plus, il y a mon petit copain, mon ami Clément Rémias dedans. Donc, je regarde cette série. J'aime bien. Je trouve qu'on fait des choses. Vous n'avez pas fait une révélation, là, parce que ça va buzzer. Non, c'est pas votre petit copain. C'est pas mon petit copain. C'est mon petit copain de Danse avec les stars. Voilà. Non, Clément, laissez-le tranquille, ce pauvre gosse, c'est innocent. Il ne connaît pas le vice. Ah ouais, donc vous aimez bien regarder ça, ces séries-là? Parce que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a une émission un peu que vous regardez en cachette? Non, même pas, vous assumez tout. Ah bah oui, j'assume tout. Je suis con. Il y a un truc qui vous fait zapper? Un truc que vous n'aimez pas à la télé?
La télé-réalité, ouais. J'aime pas du tout. Je vois pas. Et puis je me dis, on fabrique des fausses vedettes qui, en sortant de là, vont tomber dans l'oubli et vont vivre le contraste assez mal. Et puis ça n'apporte rien. Enfin, j'apprends rien. Je vois pas l'intérêt d'être oisif à regarder les autres vivre. Et la télé, vous la regardez où ? Dans la chambre, dans le salon, partout. En fait, j'ai un appartement parisien, donc c'est pas non plus 600 mètres carrés. Hein, et donc c'est tout dans la même pièce. J'ai un appartement façon loft, j'ai 45 mètres carrés, mais donc je peux regarder aussi la télé du lit que du canapé. Mais j'aime bien m'endormir dans le canapé. Voilà. J'adore ça, m'endormir dans le canapé. En regardant la télé. Ouais, t'as l'impression de faire un truc qui est pas autorisé. Ta mère elle dirait, tu vas te coucher maintenant. Non, je suis dans le canapé, je regarde la télé. Une émission culte pour vous qui a disparu, qui vous a marqué quand vous étiez enfant? Moi c'était tous les talk shows, c'était Froufrou à l'époque. On a tout essayé. C'est vieux Froufrou, hein, ça date. Je suis pas jeune non plus. Mais on a tout essayé avec Laurent Ruquier. Toutes ces émissions-là, je trouvais qu'elles apportaient vraiment un plus et puis elles étaient festives quoi. C'est Laurent Ruquier qui vous a découvert ou pas? Non. Moi, j'ai le souvenir de vous avoir entendu intervenir dans son émission à la radio. C'est un petit peu. C'est lui qui a envoyé. Il a entendu parler de moi. Il a vu une vidéo de moi sur Internet sur le sketch du coming out. Et sur ça, il a dit c'est quand même pas mal. Et il a envoyé une de ses collaboratrices voir mon spectacle à Avignon. Et elle a sorti du spectacle. Elle m'a dit Laurent Ruquier apprécie votre travail. T'es bien content de le savoir. Ça me fait très plaisir. Et quelques mois après, c'est lui en personne qui m'a appelé pour me proposer de faire un essai aux grosses têtes. Et je lui dis oui, mais les grosses têtes c'est un monument en français, il y a des personnes connues, des têtes d'affiche. Et je dis moi je sors de nulle part pour les gens, je commençais et il m'a dit justement, c'est le plus beau justement que j'ai entendu de ma vie. Voilà. C'est super. On va revenir sur votre spectacle Jean-Phi d'école, parce qu'on rappelle que votre premier métier c'est quand même hôtesse de l'air. Hein. Ah oui, on peut le dire. On va y revenir dans un instant, mais c'est le zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. On va revenir un peu sérieux, Jean-Philippe et Valérie, c'est parti pour le zapping du jour. Et on part pour l'Assemblée nationale, où hier, petit galop d'essai pour Édouard Philippe devant les députés avant son intervention d'aujourd'hui à midi. Je pense que, comme moi, monsieur le député Jacob, vous pensez qu'un régime universel, par répartition et par points, permettant la solidarité de chacun et l'égalité des droits, est un progrès par rapport à l'existence, par exemple, d'un certain nombre de régimes qui étaient peut-être justifiés dans le passé, mais dont je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'ils le sont toujours aujourd'hui, compte tenu des transformations du monde professionnel et compte tenu de la nécessaire justice qui doit prévaloir entre nos concitoyens. Même son de cloche chez Emmanuel Macron, qui a réagi pour la première fois à la mobilisation des retraites lors de la conférence de presse qu'il a eue au sommet avec Vladimir Poutine et Angela Merkel. Et sur les réseaux sociaux, ça a buzzé parce qu'il a été très léger. Est-ce que ce conflit franco-français va être bientôt réglé? Merci. J'ai pleinement rassuré Vladimir Poutine en lui disant que les manifestations à Paris ne concernaient absolument pas la réforme des retraites menée en Russie. Et chacun autour de la table sait ce qu'est une réforme indispensable à son pays et ce qu'elle implique d'être menée. Ça relève de l'action du gouvernement. Une vidéo avec plus de 600 000 vues hier sur les réseaux sociaux après la condamnation de Jean-Luc Mélenchon à 3 mois de prison avec sursis. Les réseaux sociaux ont ressorti une vidéo de la campagne présidentielle. L'association Anticorps a produit depuis longtemps tout un ensemble de propositions. Moi, je les appliquerai toutes. Et déjà, je peux vous dire quelques-unes d'entre elles. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Va-t-il se l'appliquer? La grève, toujours la grève. Et Yvan Le Bolloc et Bruno Gassio, l'ancien auteur des Guignols, trouvent qu'on entend très peu les artistes dans les défilés. Je suis représentant de la branche active des Gilets jaunes du showbiz. Vous êtes combien là-dedans? Je suis 1 pour l'instant. Ah ouais. Je suis 1. Enfin, visiblement, on est 2 quand même, puisque tu vas aussi aux manifs tout le temps. Ouais. 3 avec Bigard. 4 si on ajoute Corinne Maziero, ce qui est pas mal. Ouais. Et 5 même si on ajoute Franck Dubosc. Ouais, mais Dubosc, lui, c'est une semaine sur 2 qui est pro Gilets jaunes. Intermittent du spectacle, c'est une semaine sur 2 seulement. Ouais, ça marche une semaine sur 2. Où sont les chanteurs, les acteurs, les comédiens, les réalisateurs? Où sont-ils? Révélation hier dans Touche pas à mon poste sur C8 qui recevait Elie Semoun, qui a dévoilé, vous allez voir, un message où le chanteur Renaud l'insulte. J'ai appelé un copain qui s'appelle Renaud aussi, et quand j'ai entendu la voix de Renaud, je me suis dit merde, c'est pas lui. Comme un con, j'ai raccroché. Ouais. Ça lui a pas plu, je sais pas ce qu'il avait. Il était en mode parano, il m'a rappelé, il m'a traité d'enculé. Regardez, écoutez, on a le sonore, c'est tout. Regardez. Tu t'appelles Elie, je connais pas d'Elie. Bon, con, va. Arrête de faire chier, arrête de rappeler ici. Va te faire enculer, connard.
Étonnant qu'il dévoile ça, Elie Semoun, oui, c'est de pas, Renault. C'est pas formidablement sympa, non? C'est pas une information capitale. Non, je trouve pas ça très élégant ni très sympa. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon zapping, c'est que ça fait parler. C'est pas très sympa. Les gilets jaunes qui sont pas très mobilisés, effectivement, au niveau des artistes. Vous entendiez Bruno Gassio. Oui, enfin, il y a d'autres façons de se mobiliser. On peut adhérer. Moi, je suis fils de syndicaliste, donc je soutiens les mouvements. Je soutiens. Je comprends les gens. Mon Dieu, que je comprends les gens. Donc. Mais c'est vrai que les artistes s'expriment assez peu sur le sujet. Mais est-ce que nous en parlent? Est-ce qu'on nous en parle? Vous m'en parlez. Donc voilà. Moi, je soutiens le mouvement et je comprends tout à fait tout ce qui se passe. Et je comprends même si on subit tout ça, parce que c'est toujours les gens qui sont pris en otage, mais c'est un mal nécessaire, je crois. Ça va pas bien quand même. Après, je pense que c'est compliqué pour les artistes qui ont parfois un statut et un niveau de vie où c'est compliqué pour eux de parler des Gilets jaunes. C'est peut-être pour ça qu'ils ne parlaient pas, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes avec la vie qu'ils ont. Déjà, oui, il faut se sentir légitime. Et puis, on se considère un peu peut-être privilégié. Donc, c'est peut-être un peu, on serait peut-être pas forcément compris de dire, on les soutient. On va dire, qu'est-ce que tu connais des problèmes des Gilets jaunes, puisque tu le vis pas de front, le quotidien de quelqu'un qui va travailler ou un speaker. Mais moi, je vois je suis ici d'un milieu simple, modeste, et je vois la vie de mes parents, et ça me suffit pour et puis j'ai travaillé. Vous l'avez vécu, c'est ça. J'ai travaillé pendant 20 ans dans une compagnie aérienne, même si on considère que c'était encore un métier privilégié, mais je sais ce que c'est la vie du travail. Elle est bien la retraite de Stewart, parce qu'on parle des retraites. Ça va, il a fallu se battre aussi, je pense. Mais ça va. Le DVD Jean-Phi d'école est sorti le 20 novembre. On vous en fait gagner 4. Vous avez la gentillesse de nous offrir 4 DVD, 0826 300 300. Appelez si vous voulez gagner un DVD de Jean-Phi Janssen. Vous êtes en tournée également dans toute la France. Jean-Phi Janssen d'école. Peut-être déjà, racontez-nous, Stewart, c'est arrivé comment? Mais comme tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'est un hasard en fait. C'est un hasard. Il y a quand même un examen qui n'est pas évident. Moi, j'ai essayé au test de l'air, j'ai été recalé par exemple. Non. Si, on me l'avait dit à l'école. Oui. Je crois que j'ai raté les issues de secours. Les issues de secours. Ça, c'est embêtant. J'ai pas bien fait le geste. Non, mais je sais pas, c'est des hasards. J'ai pas eu des convictions en étant petit en disant je serai steward plus tard. Vous vouliez faire quoi petit, quand vous étiez petit? Vous saviez ou pas? Oui, faire rire? Je voulais être. D'abord, j'étais ingénieur à Grenoble, d'abord, et après, je voulais faire attaché de presse. Voilà. Ah ouais. C'était une école privée, et finalement, j'ai pas pu la faire parce que mes parents n'avaient pas les moyens à l'époque. Et donc, j'avais fait la fac, j'avais fait un doc d'allemand. Qui est un truc qui sert qui m'a beaucoup servi. C'est très utile. Je peux parler qu'Angela Merkel, j'ai eu des petits copains allemands aussi, tout ça sert. Et puis après, j'ai ouvert des boutiques de fringues avec un patron qui était mon petit copain aussi à l'époque, et on a fait faillite. Voilà. et de là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais 24 ans, et il y a une copine qui m'a dit, moi, je t'y verrais bien steward. Et c'est sur ces bons mots, je ne savais même pas ce que c'était un steward, que j'ai fait ma formation, et que je suis rentré à Air Littoral d'abord, Air France ensuite, mais je ne savais pas, avant de monter dans l'avion, ce que c'était d'être steward. Les gens ont dû rigoler avec vous quand même, non? Oui, ils s'en souviennent. Ce que vous racontez un petit peu, ils s'en souviennent. Il y en a qui vous reconnaissent ou pas aujourd'hui? Il y en a qui viennent me voir sur scène et qui me disent on était sûr que ça se terminerait sur scène. Parce que je leur avais animé un vol de 15 heures. Et puis c'était bien dans l'avion, j'avais un public pour tester mes blagues et en plus ils ne pouvaient pas sortir d'avion. C'était génial. C'était obligé de me subir. Alors Marc nous dit il est génial, je l'ai loupé à Biarritz le 1er décembre et je le regrette. Écoutez, il y a le DVD qui est là. Le DVD, ça n'empêche pas les gens d'aller au spectacle? Non, c'est deux choses. Puis le spectacle, il bouge aussi, il évolue, j'imagine. Oui, il évolue. Puis le DVD, c'est un peu comme un album photo. Il y a des bonus dedans. Il y a plein de choses dans le DVD autres que le spectacle. Plus le spectacle. Non, ça n'empêche pas les gens. Moi, par exemple, je suis fan de Muriel Robin, fan absolu. Et quand j'étais gamin, j'avais tous les DVD, mais elle passait en spectacle dans la région, j'allais la voir parce que c'était. La voir en vrai, ça change tout. La voir en vrai, ça change tout. Et alors, Gilles, pardon. Non, je voulais dire que vous serez à Toulouse le 26 mars, à Montélimar le 4 avril. Toujours dans le sud, quand même. Le 14 février, vous êtes à Tahiti, Nouméa. Oui, ça va, c'est assez cool. C'est une tournée internationale. Au mois de février, C'est mes accointances d'hôtesse de l'air. Et ça se termine par Lille, c'est un hasard ou c'est... non, c'est voulu. C'est voulu, oui, je vous pose la question évidemment. En apothéose au Zénith de Lille, ça sera à la fin de la tournée. Et là, à l'Olympia, ce sont les dernières dates parisiennes de ce spectacle. Il y aura des guests à l'Olympia, il y aura des surprises. Oui, il y a des surprises. C'est des surprises que je peux révéler, mais j'ai demandé à Chantal là-dessous, Stéphane Plaza, Karine Le Marchand et Laurent Baffy d'avoir une intervention avec moi sur scène.
Donc il y aura des petites interventions avec eux. C'est un peu genre Fun Friends, mais ça va être très rigolo. Donc ça, ce sera à l'Olympia, donc 8 et 9 janvier. Et puis pour bien démarrer l'année. Avec ma mère qui sera accrochée. Avec votre mère qui sera accrochée. Elle sait quelle lettre elle va accrocher ou pas? Oh, bah elle va accrocher le J. Le premier. Ah oui. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, Jean-Philippe Janssen, et on va parler également de la COP25 et de l'importance de l'Afrique avec Yamina Benguigui dans quelques instants également. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est avec Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe atterrit, il décolle pas, c'est barré sur le... Vous décollez pas, vous atterrissez. Les 8 et 9 janvier, vous serez à l'Olympia. Vous êtes un petit peu partout en France en tournée. Je signale à Marc qui sur Facebook nous dit qu'il vous a loupé à Biarritz qu'on va lui offrir le DVD. Comme ça, vous pourrez voir le spectacle. Et on va écouter un extrait de la bande-annonce. Ça donne une petite idée de votre spectacle. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. J'ai toujours rêvé de dire « À vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion !» J'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. Et j'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais « Bonjour, bienvenue à bord !» Et puis de temps en temps, ça revient. Un verre d'eau, hein. Depuis quand recrute des paysans dans les avions? Bah tu qu'on transporte des bœufs. Voilà, il y a plein de choses. Oui, tout est vrai. Ah oui, c'est forcément des choses que j'ai vécues ou que j'ai dites. Et l'accent, vous avez dû le gommer justement? Au début, on m'a demandé. Et puis moi, au début, j'étais très impressionné dans l'avion. Hein. Ouais. Donc au début, mais très vite, je me suis aperçu que reprendre l'accent, le manier, ça pouvait désamorcer des conflits, mais donner des messages et que les gens appréciaient parce que c'est comme l'accent canadien, ça rend les choses sympathiques. Ouais. Vous avez été 20 ans steward, hein, on le dit quand même. Ah oui, j'ai des heures de vol. Et donc, et quand on monte sur scène la première fois, le premier spectacle, la première fois que vous êtes dans une grande salle, vous vous souvenez du sentiment? Même la première fois dans une petite salle. Dans une petite salle, J'étais sur une palette de camions qui faisait 1 mètre carré. Il y avait 2 penderies de rideaux et j'avais mis plein de post-it derrière pour les mots-clés auxquels j'aurais des trous. Et il y avait tellement de post-it que même quand j'avais un trou, je ne pas retrouvé. Alors, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Moi, je voulais vous demander comment vous assumez évidemment que vous êtes gay et tout. Et voilà. Et comment ça a été vécu dans le showbiz où les gens, est-ce que vous avez des insultes? Est-ce que c'est moins facile qu'on y paraît à assumer ou c'est quelque chose de naturel? Non, en tout cas, c'était le pli de ma vie, mais dans toute ma vie, je l'ai assumé. Bon, j'ai peut-être eu un milieu professionnel qui m'a permis de le vivre aisément, hein, Stewart, mais il y a 25 ans dans le Nord, quand je l'annonce à mes parents, ça se dit pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et bon, puis, il y a un sketch sur votre sœur, vous dites que vous avez... Oui, parce qu'en plus, on a une famille atypique, j'ai une sœur lesbienne, hein, donc... Oui, sur 4 enfants, il y en a 2 qui sont homosexuels. Il y a une aversion, voilà, c'est ça. Mais... non, je trouve que dans le showbiz, ça se vit assez bien. Mais après, c'est dans la société, je trouve qu'il y a encore... c'est difficile. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je m'en suis aperçu au moment où j'ai fait Danser avec les stars. Et je restais longtemps sur le parquet, puisque je suis resté 6 prime. Et au fur et à mesure, les puristes de la danse qui n'appréciaient pas que je reste là parce que j'étais sauvé par le public, hein, c'était pas forcément que mes capacités. Elles étaient réduites. Pourtant, vous êtes un excellent danseur. Oui, c'est vrai, on ira au bal ensemble. Et ben, là, j'ai su des relents de messages homophobes et je me suis dit, ouais, il y a encore des progrès à faire en France parce que ça c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est violent. J'ai quitté Twitter pour ça. Vous êtes plus sur Twitter? Non, c'est violent, c'est trop violent. Parce que c'est trop violent. C'est que des haters, mais des insultes homophobes principalement. Oh oui, principalement. Ouais. En ce qui me concerne, ça va, c'était visé juste. Hein. Mais voilà. Et donc, là, je me suis dit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en France et il y a encore quelque chose de non-dit, de souterrain, quelque chose qui demande. Voilà, il faut continuer, il faut pas relâcher. Ouais, il y a Cédric qui nous dit c'est le remplaçant de Danny Boone, non? Oui, ça me flatte. Qu'on me dise ça me flatte. Qu'on fasse une comparaison. Au début, j'avais peur qu'on me compare, enfin, qu'on nous dise que j'étais une pâle copie, et le fait que j'ai rencontré... Vous avez une personnalité telle qui fait que vous n'êtes pas comparable. Et je ne défends pas le même univers en plus. Ça, et puis lui, j'ai eu une rencontre formidable avec lui, il m'a fait une petite scène dans son film, ça voulait dire aussi je te valide et tu te reconnais. Voilà, et donc là ça s'est calmé, et puis, mais c'est vrai que c'est lui qui a redoré le blason du Nord. Hein, et votre mère, elle réagit comment? Parce que vous la traitez de grosse, votre sœur vous la traitez de camionneuse. Donc entre la grosse et la camionneuse, comment ça va dans votre famille?
famille. Mais c'est une famille qui manie bien la dérision et l'autodérision. Donc, non, et ça les fait rire. Ma mère, j'ai toujours vu ma mère avoir des problèmes de poids, perdre 30 kilos et puis en reprendre 60, et d'avoir des problèmes pour s'habiller, et donc toujours rigoler d'elle-même. Donc, je n'ai fait que reprendre ce créneau, et même ma sœur, on arrive à se moquer de nous, et je me moque surtout de moi dans le spectacle, en fait. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Je me moque surtout de moi. Moi, j'avais beaucoup de complexes physiques, j'en ai encore. Donc, je suis toujours parti du principe que de faire rire les gens, ça me permettait d'intégrer des groupes ou de les séduire sans avoir à passer par mon physique. Oui, le physique, vous en parlez beaucoup, vous parlez de chirurgie esthétique, vous parlez vous assumez tout ça. Vous écrivez les textes vous-même. La mise en scène, c'est Flore Vialet et Régis Truchy, il faut les citer, et la réalisation, c'est François alors lui, il a un nom, Gottgebert, voilà. Mais vous écrivez les textes vous-même. Oui, c'était... Et la suite, c'est quoi? Comment vous vous imaginez continuer à faire du one-man show, le cinéma, des séries, c'est quoi? Vous réfléchissez ou pas? Vous avez un plan de carrière, entre guillemets? Plan de carrière dans l'artistique, mais j'ai des choses, dont des souhaits, j'ai envie de faire des choses, et le théâtre en fait partie, le cinéma également, et ces deux projets se présentent là. Il y a un beau projet de théâtre, notamment avec mon ami Stéphane Plaza. Voilà, c'est bon, je n'y en parle pas parce que là, non, faut pas en parler, mais des beaux projets de cinéma aussi, et puis une série télévisuelle à laquelle je participe à l'écriture en plus, donc voilà, il y a plein de petites choses devant, et plus le deuxième spectacle que je vais écrire, et comme je parle de ma vie, je raconte encore ma vie. Le premier, là, ça va être quoi? Le premier, c'était votre vie de steward, les rencontres, c'est mon arrivée dans le showbiz, parce qu'on n'attendait pas le ch'ti dans les avions, on l'attendait pas non plus dans le showbiz. Non, on l'attendait pas dans le showbiz. Vous êtes étonné vous-même du succès que vous avez? Finalement, ça a été 5 ans, c'est assez rapide finalement pour s'imposer. Mais des fois, c'était même très trop. Et j'avais peur. J'ai des valeurs judéo-chrétiennes qui me disaient c'est pas possible, on va me le reprendre, ça va trop vite. Et j'avais du mal à suivre, et ça me faisait peur. Mais je suis content, c'est une belle histoire. Mais il faut suivre. Parce que... Alors, est-ce que vous êtes resté en contact avec les collègues ou des pilotes d'avion, ou le showbiz vous a éloigné de ce milieu-là, ou vous avez encore vos amis d'avant, ou pas du tout? Le showbiz vous prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que ça réduit votre vie sociale parce que vous êtes occupé au moment où les autres ne le sont pas, donc c'était très difficile de se voir. La tournée aussi a été... Mais j'ai gardé contact... Quand c'est allé vite, j'ai eu besoin de me rapprocher des choses qui étaient stables. C'est-à-dire que c'était ma famille, mes amis d'enfance. Ça, j'avais besoin de le sentir vrai. Et puis j'ai mes collègues d'Air France, des collègues avec qui je suis rentré en stage, parce qu'on est 15 000, donc c'est très superficiel le rapport. Hein. Mais mes amis de stage d'il y a 20 ans, c'est toujours les mêmes, et on se voit encore. Mais il y a un moment où vous avez continué, vous étiez steward et vous étiez avec Laurent Ruquier. Ça a été un peu compliqué, non? Pendant un an, Pendant un an, Air France a accepté? J'avais pris j'ai fait les deux. Non, il n'y avait pas de directive d'Air France pour m'aider. Donc c'était les filles du planning qui faisaient le planning à la main, qui essayaient de m'arranger. Donc, mais ça sous-entendait que des fois je rentrais de Singapour pour aller jouer le soir au théâtre, ou je sortais du théâtre pour repartir à Beyrouth. Donc au bout d'un an, j'ai fait un petit burn-out, là, tu vois. Un peu fatigant. Oui, je pleurais parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette, et je me suis dit, à mon avis, c'est pas normal, on pleure pas pour une chaussette. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, décide-toi, et j'ai pris un congé sans solde pour ne faire que le théâtre. On peut raconter ou pas une gaffe que vous avez faite dans l'émission de Laurent Ruquier? Vous avez foutu un bordel, on peut pas dire ça autrement. Oui, j'aime pas trop qu'on revienne dessus parce que c'est vrai que c'était allé loin, mais j'avais Paris Navire, c'était ma première boulette médiatique. J'avais donné les codes d'ouverture de porte du cockpit, effectivement, à l'antenne, et on peut bien se douter que ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Hein. Non, ça n'a pas fait rire du tout. Je vois la compagnie, et ils ont dû changer tous les codes après. Voilà, je ne vous donnerai pas le nouveau. Voilà, non. Mais c'est vrai, ça a été ma première. Oui, j'en suis désolé, mais c'est vrai que et on apprend après à contrôler ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas, et on apprend aussi que tout est interprété et tout est pris pour argent comptant. Donc après, on apprend. Bon, pourtant j'ai un langage assez franc, hein, mais là c'est vrai, j'étais parti. Vous avez raconté, vous dites voilà, faut faire. J'étais entre copains, grosse tête surtout. Et c'est vrai que ça a foutu. C'est vrai que ça a foutu un gros bordel parce qu'il a fallu changer, mais même pas que Air France, c'est-à-dire que c'était tous les avions du monde de ce type d'avion qui ont dû changer une catégorie particulière. Surtout en France. C'était surtout en France, ouais. Oui. Et une autre. Qui m'a appelé, t'es pas content, hein. Et une autre boulette, une grosse gaffe, vous avez fait d'autres? Vous me demandez un scoop de gaffe? Oui, un scoop de gaffe, un truc que vous regrettez d'avoir dit.
Non, vous me le direz pas parce que ça va en remettre une couche, c'est ça? Non, j'ai pas fait trop de boulettes non plus. Non, bon. Comme je suis d'un naturel assez franc, mais en général, je parle en réfléchissant, mais là, ça me paraissait pas être. Je sais pas pourquoi. C'est sorti comme ça. Voilà, le direct, l'ambiance, les copains, etc. L'euphorie, et puis voilà. Et puis, alors, la question que tout le monde se pose, parce que vous en parlez justement souvent avec Laurent Ruquier et autres, est-ce que finalement c'est compliqué quand on est une star de la scène comme Jean-Philippe Janssen de trouver un petit copain? Parce que ça, c'est votre quête habituelle. Oui, mais même quand on n'est pas une star, c'est difficile de trouver un petit copain. Non, mais déjà, même star, ça me fait drôle. Ma mère, elle dit une vedette. J'aime bien. Vedette, oui, c'est bien vedette. Quand on est vedette. Ça fait quoi d'être une vedette? Non, ça change un peu la donne. Mais après, moi, je suis nature. Et puis, non, mais c'est compliqué de trouver un petit copain tout court, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et puis, je pense que je suis, moi, je sais pas, j'ai pas trop confiance en moi là-dessus. Le rire, ça a été une façon de combler ce que je n'arrivais pas à faire dans ma vie perso. Le Jean-Philippe de la scène est beaucoup plus assuré que le Jean-Philippe perso. Ah oui, Jean-Philippe perso, il a des complexes. Je ne sais pas draguer normalement. Tu vois, maintenant, c'est devenu tellement simple avec les applications, les machins, que faire la démarche, j'ai rencontré, quand je me retrouve face à quelqu'un qui me plaît, je perds mes moyens. C'est vrai, hein, on dirait Laurent Ingalls. Je sais pas quoi dire, je cache mes yeux, j'ai l'impression que toutes les phrases que je dis, c'est con. Mais c'est peut-être ça qui est mignon, justement, non? C'est peut-être ça qui fait que vous allez séduire. En tout cas, ça m'a fait ramener personne à la maison. Ça n'a pas marché, merde. Vous pouvez pas mettre votre visage sur les applis de rencontre, si vous êtes sur les applis de rencontre? Non, je mets un paysage. Un beau paysage. Et non, mais c'est. Quand ils découvrent que vous êtes Jean-Philippe Janssen. Eh ben quoi? Non, mais c'est vrai, c'est qu'au début, il y avait mon visage plus ou moins, et il y a des gens qui m'envoyaient des messages, je disais, ouais, c'est ça, ouais. Et je dis, mais si, c'est moi. Et il fait, ouais, c'est un fake. Et du coup, il me dénonçait à l'administrateur de l'appli, qui toutes les semaines me demandait de justifier mon identité parce qu'on avait signalé que mon compte était un fake. Bon, donc, faut le raconter dans le prochain spectacle, ça. Ah oui, mais c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Et maintenant, c'est un paysage. Il fallait faire l'amour avec une cagoule, merci du voyage. Le DVD Jean-Philippe d'école, si vous voulez passer un bon moment, rire, c'est un bon cadeau de Noël également. Sous le sapin, le DVD Jean-Philippe d'école. Et puis un petit peu partout en France, à l'Olympia, ce sera à Paris les 8 et 9 janvier. Et puis pour nos auditeurs du Sud, effectivement, il y a Bordeaux, non, le 30, c'est passé Bordeaux. C'est passé, La Rochelle, Nantes, Concarneau, Tours, Arras, il y aura, et puis Tahiti. Hein, oui. C'est déjà allé. Bah oui, j'ai déjà allé forcément quelques fois. Oui, ça va être bien. Oui. Merci Jean-Philippe Janssen d'être venu avec nous. Dans un instant, on va voyager également avec Yamina Benguigui, beaucoup plus sérieusement. On va parler de l'Afrique, on va parler de la COP25 et du fleuve Congo, deuxième poumon du monde. À tout de suite.